Hello, Bonjour Véro, comment ça va? et toi? Et de rajouter notre petite image. Ah, ajoute Ah, ouais, cône. Oh, dis mon donc, il est beau le matin cadran est chez toi. irritable par rapport à toi. Bon, bref. Alors, L'éclairage, ouais, j'avais fait un joli cadre dehors, je m'étais mise super bien et tout, et là, t'es tondeuse à super. gazon, tondeuse à gazon juste en face. Sinon, c'est trop facile. Alors attends, je cherche notre petite image, bien D'accord, évidemment, qui n'apparaît pas, parce que sinon, c'est trop c'est facile. trop Ok, facile. ça y est, et donc, ouais, Super. we did it, my dear. Bon, comment ça va? Alors, donc, pour accueillir tous ceux qui sont déjà là, les 130, ou un peu moins. Ouais. Donc, vous expliquer l'heure qu'on va passer ensemble. Donc, moi, je suis ce soir l'intervieweuse de Olivia Ruiz. Ça n'est pas vraiment mon vrai métier, vous allez vous en rendre compte assez vite. Mais indépendamment d'être fan d'Olivia, addict à Instagram, je dirige une maison d'édition, les éditions Lattès, qui ont la chance, le bonheur, l'honneur de publier le premier roman La commode tiroir de couleurs, dont elle va vous parler ce soir. Alors, donc, je n'ai aucun autre intérêt que de lui poser des questions, bien entendu, et puis surtout de relayer vos questions. N'hésitez pas à écrire des questions, soit à les envoyer dans le petit bloc questions, soit en commentaire, puisqu'on a en direct live from une autre partie de Paris, Sophie Perflux, Mousson, qui note toutes ces questions. Donc, une heure exceptionnelle avec Olivia qui nous parle de ce premier roman, deux extraits de lecture, et puis dans une deuxième partie, les réponses à vos questions. Tu avais quelque chose à dire? Ou pas du tout. Bienvenue à tout le monde. C'est tout. Je t'écoute. Alors, a priori, ceux qui nous suivent, j'ai plus besoin de présenter Olivia. Reste que c'est cette artiste totale, compositrice, interprète, chanteuse, qui a vendu des millions d'albums, couverte de victoires de la musique. Mais on ne vous parle pas ce soir du livre d'une chanteuse, mais bien d'une entrée en littérature, pour donc une artiste totale. Et pour commencer, le temps qu'en plus tout le monde nous rejoigne avant qu'on parle du livre, peut-être que tu peux nous dire justement, quand on a l'habitude d'être dans des salles pleines de milliers de personnes, d'être en contact avec plein de gens toute la journée, comment tu vis ce confinement? Ah bah pas bien du tout, hein. Et pourtant, je suis une privilégiée parce que j'ai pu rejoindre mon sud. Et quand on est une fille du sud, vivre un confinement dans le sud, ça change tout. Mais après, alors le manque de peau, de chair, de câlin, moi je suis très tactile avec mes chiens, avec ma famille. Là, c'est vrai que clairement, ma chair appelle Mm. du contact. Je le ressens vachement physiquement. Après, après voilà, j'ai mon petit gars qui est bien parce que c'est vrai qu'ils sont peut-être un petit peu moins regardants sur les sorties. Et puis que comme on est dans un endroit plutôt désert, Mm. difficile de transmettre ou de, de recevoir le virus. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que le contact physique, c'est un vrai truc, quoi. On ne se rend pas compte à quel point c'est nécessaire. Mm. Et alors, est-ce que tu écris? J'écris, oui, j'écris un peu. J'ai écrit quelques lignes de mon prochain roman, voilà, chez la thèse, évidemment. Et puis voilà, je commence à penser. C'est vrai que cette commode, plus ça va, plus j'ai envie qu'elle soit habillée de chansons aussi. On avait beaucoup travaillé un beau projet de lecture Mm. avec Qui verra le jour, qui verra le jour. la thèse, voilà. Et puis tout a été annulé. Donc c'est vrai que ça a été un peu un petit peu un coup dur de préparer des choses, d'avoir hâte de lui livrer, et puis finalement, pof, d'un coup, tout s'arrête. Mais voilà, c'est des white people problèmes, comme disent les Américains, c'est des problèmes de riches. Je pense souvent aux enfants, moi, beaucoup, aux petits gamins qui sont en CM2, là. Tu vois le choc que c'est déjà en sixième, quand tu es préparé, que tu fais ta petite visite de collège, que tu finis ton année tranquille. Moi, je me rappelle de ça comme un vrai choc.
ça m'angoisse beaucoup sur les enfants qui sont sur des changements de classe, sur des moments comme ça psychologiquement. Dernière. Voilà. Hmm. Donc voilà. Mais alors, pour revenir, donc, je rappelle qu'on est en live. Tu l'entendras souvent, hein, puisqu'en vraie animatrice, je vais répéter ceux qui T'as nous beau rejoignent dire. au fur et à mesure. Bon, En live avec Olivia Ruiz, qui nous parle de son premier roman, qui paraît le 3 juin, donc bientôt maintenant, La commode au tiroir de couleurs. Et bien sûr, la première question qui s'impose, c'est pourquoi est-ce que tu as ressenti le besoin de passer de l'écriture de chansons au roman? bon, alors toi, tu connais l'histoire, c'était pas Ouais, vraiment un besoin. je t'écoute Euh, avec la même passion. on va dire qu'il y a quelqu'un qui avait vu l'écrivain en moi avant même que je ne le soupçonne et qui donc, de Dieu le veut, il y a 10 ans. Euh, euh, Olivia était éditrice de Mathias Malzieu, mon compagnon de l'époque, chez Flammarion. Et puis j'avais sorti un petit recueil de nouvelles, un petit peu une commande, mais où j'avais mis mon cœur quand même chez Textuel. Je le lui ai offert par amitié. Et là, elle m'a dit, je veux te faire travailler sur un autre format que la chanson. On a commencé à bosser, on a fait quelques nouvelles. Enfin, j'ai fait quelques nouvelles qu'elle me corrige au fur et à mesure, dans la commode au tiroir de couleurs. Et puis, tournée de Miss Météor, je peux pas, j'ai plus le temps, on reprendra ça un jour. Et puis, un peu le manque de courage, le manque de confiance, le fait d'être très prise par la musique a fait que j'ai laissé un peu de côté ce projet. Et récemment, Olivia est retombée sur ses nouvelles et m'a dit je sais qu'en ce moment, tu es à la cool et que tu as tout arrêté pour passer du temps avec ton fils, mais justement, c'est le moment de se mettre au boulot. Cette commode, c'est ton roman. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai alterné entre grands moments d'écriture très intenses pendant un mois et puis 3 mois de découragement. Je me disais, mais j'ai rien à dire, mais qui je suis pour prétendre un truc pareil avec des considérations, j'imagine, classiques chez un primo-romancier. Et Hmm. elle ne me lâchait pas. Écris, relis ce que tu dis, c'est super, machin. Voilà. Et puis ensuite, une rencontre décisive avec celle qui allait devenir actrice et qui a permis d'acter voilà, le fait que accompagner des bonnes personnes, j'étais prête à livrer quelque chose qui pourtant était un exercice qui me semblait un petit Chez moi. peu que mon frère a téléphoné. Mon frère, tu ne me suis pas sur les C'est réseaux. bon, c'est bon. Je ne pas que ce soit plus. Et je l'ai mis en gros banc. Et ouais, je sais pas comment on fait pour. Bon, Non, ouais, non. j'espère que ça. Et par rapport à l'écriture, qu'est-ce qui t'a semblé dans l'écriture, dans cette forme plus longue et plus pleine de liberté de l'espace du roman, qu'est-ce qui t'a plu par rapport à l'espace plus restreint de la chanson? Ben justement, ne pas avoir en permanence à te castrer. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, quand je construis un personnage pour une chanson, c'est vrai que je le pense dans les moindres détails. Et à la fin, tu es là, tu dis, bon, bah, alors quels sont les 2 détails qui vont être les plus parlants? Et je vais garder cela parce qu'il n'y a pas la place. Euh, donc le roman, ben voilà, enfin, installer des situations, enfin, une tension ou une passion ou quelque chose. C'est vrai que ça, c'est super agréable d'avoir ce temps, cet espace-là. Et en même temps, eh ben, il a quand même fallu que je pousse les murs parce que, par exemple, dans l'écriture, parfois, quand j'ai été à court sur un personnage, eh ben, il fallait que je m'enregistre en train de faire la voix de mes personnages. Par exemple, un dialogue entre mes 3 sœurs. Quand je bloquais, je m'arrêtais, je prenais mon dictaphone et je commençais à faire des dialogues en espagnol entre les 3 sœurs, juste pour leur donner des voix, pour leur donner des attitudes qui me permettaient de continuer à alimenter le roman. Donc, Et la lecture à voix haute qui a été important aussi ah pour bah, garder justement la mais oui, c'est musicalité. ça. Donc, toi, tu vas nous dire, c'est quelque chose que vous ne faites pas toujours, Pas de, toujours. de lire un roman à voix haute. Mais un certain nombre de romanciers aiment bien justement lire à voix haute pour sonder la musicalité de la langue, le rythme, etc. Et c'est vrai que Voilà, dans le cas de la commode, ça a été déterminant aussi. incroyablement. Moi, Mm. je sais que quand vous me le lisiez, mes maladresses me sautaient aux yeux. Je me souviens une fois, tu étais en train de lire une phrase et je te dis, oh punaise, je me suis déjà laisse tomber, je vais la couper en deux. Voilà. Et c'est vrai que tout d'un coup,
tout devient flagrant, le bon comme le pas bon. À voix haute. Et parce que moi aussi, je me sens plus dans un esprit griot que dans un esprit peut-être romancier au départ. Peut-être que moi, je me sens plus... Ouais. En tout cas, c'est ce rapport au mot qui fait le lien avec toutes tes formes d'expression. Bien sûr. À la langue et à la musique de la langue, que ce soit dans un roman ou dans une chanson. Oui. Alors, on a hâte de t'écouter lire justement des extraits de la commode. Alors, avant ça, c'est là où tu vas rougir, mais tu as une tellement bonne mine, enfin, moi qui vraiment, tu m'as guidée. que tu vas rougir. Je vais quand même un peu parler à ceux qui nous suivent donc de la commode de tiroir de couleurs, qui est la vraie révélation d'une romancière qui arrive à entremêler secrets de famille et tourments de l'histoire pour retracer cette grande odyssée de 4 générations de femmes, des femmes indomptables, à la soif de liberté contagieuse, entre Espagne et France, des années 30 à nos jours. Alors nous, c'est vrai que toute l'équipe de la TSK doit nous suivre. Ça a été un coup de cœur immédiat pour ce livre, effectivement, que nous a mis dans les mains Olivia de Dieu le veut. Parce que c'est un roman qui a tout. Un souffle romanesque exceptionnel, un arrière-plan historique fascinant, des personnages inoubliables, et puis cette langue qui pétille, qui vibre, qui est pleine de poésie, mais aussi d'émotions, de tragédie, etc. Et donc, c'est là que je te propose de lire un extrait du prologue pour que tout le monde puisse en profiter. Bien sûr. Alors, j'ai coupé le prologue en deux sur le conseil de ma merveilleuse éditrice. Je fais le démarrage. On a poussé les meubles et dansé toute la nuit dans un bain de larmes avec papy. Ça nous a fait du bien. Ma fille Nina s'est réveillée, s'y est mise aussi. On avait déjà réussi à lui refiler le virus. Je n'avais pas envie de laisser papy ce midi. Il n'a plus rien, lui, maintenant que ma grand-mère est partie. J'arrive à pied en haut de la butte. Haletant. Mon sac sous un bras et ma fille endormie dans l'autre. Épuisée par mon chagrin, j'ai soudain la sensation d'être ma grand-mère 80 ans plus tôt, gravissant les Pyrénées. Grelottante, perdue, amputée. Elle de sa terre, moi de sa présence désormais. Tant de gens sont venus saluer sa mémoire. Ni mon grand-père ni moi ne connaissions la moitié de l'assistance. Elle a dû en emporter des secrets dans sa tombe, la canaille. Nous nous sommes sentis encore plus fiers d'avoir occupé les 2 premières places dans son cœur. J'ai mal aux jambes. Le Sacré-Cœur semble encore avoir pris 1 ou 2 étages, comme les soirs où je rentre trop saoule. Je m'arrête. Plus que 6 mètres. Plus qu'à 6 mètres, comme disait l'abuela. J'ouvre la porte de mon appartement, allume la lumière et elle est là. La commode, chez moi, au milieu du salon. Et de la cuisine d'ailleurs. Elle sera restée magique même après son départ, ma grand-mère. Cette pensée me fait sourire. Et pleurer. Puis réaliser. Que vais-je faire de cette foutue commode? 30 mètres carrés, c'est confortable pour Nina et moi, mais 30 mètres carrés à partager avec la commode, ça va devenir compliqué. Quand l'énigmatique objet de notre conquête est arrivé dans la maison de ma grand-mère il y a 4 ans. Cet événement est si frais dans ma tête que j'ai l'impression qu'il date d'il y a moins d'1 heure. Avec mes cousins, on s'est enfiévrés 1000 fois en tentant de fourrer le nez dans cette commode, attirés comme des aimants à bêtises par l'arc-en-ciel de tiroirs, les petites clés sur chacun d'eux qui suppliaient d'être tournés, le métal doré qui renforçait les angles pour nous les rendre plus inaccessibles encore. Mais à chaque fois, notre mamie a poussé un de ces cris suraigus, radicalement dissuasifs, dont elle seule avait le secret. Et nous avons pris la poudre d'escampette en moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux. Donc, l'énorme commode en chêne massif abrite 10 tiroirs. 3 rangées de 3, pas parfaitement alignés, et un petit rose en dessous seul. Ma fascination pour l'interdit n'a pas diminué avec les années. J'ai l'impression que je vais mettre ma main dans le feu. Je guette le 10e tiroir, le plus petit, celui qui n'a rien à faire là, le plus mystérieux. Ma main perd ses moyens, s'agrippe à sa clé. J'ai le vertige de savoir ce que je vais découvrir.
Je l'ouvre lentement, savourant chaque seconde avant que le voile ne soit définitivement levé. Ce tiroir est bien rempli, je le sens du bout de mes doigts moelleux. Du collier de macaroni au cendrier en pâte à sel, mes plus grandes œuvres s'y trouvent. Elle a gardé absolument tout ce que j'ai confectionné pour elle. Un festival d'horreur conservait-elle des trésors. Les souvenirs ressurgissent. Je m'éloigne et fais les 100 pas, comme si je n'étais pas encore prête à entamer le grand voyage. Le tiroir rose en dira peut-être assez pour le moment. J'en sors une photo de mes cousins et moi devant le mobil-home que louait Papy et la Bouelle à chaque été au camping de Narbonne-Plage. Nos sourires coquins et la joie de vivre qui émanent de nos visages rafraîchissent le papier délavé. Nous étions heureux. Dormir tête bêche assise dans le lit des grands-parents avec eux, bien sûr, ne nous posait aucun problème. Au contraire, quand l'un de nous était trop grand et devait passer au lit de camp pour laisser sa place à un plus jeune, c'était le drame. La Bouelle et Papy étaient toute notre vie. Toute la mienne. Je me sentais à l'abri auprès d'eux lorsque j'étais enfant. J'espère qu'à mon tour, j'ai réussi à leur procurer cette sensation quand les années les ont frappés. La Bouelle a été le ciment de notre famille. Certains diraient que nous couler tous ensemble dans un bloc de béton au café de Marseillette n'était pas un cadeau à nous faire. La Bouelle a de toute façon, si elle a décidé que quelque chose est bon pour toi, tu n'as aucune marge de manœuvre. Autant se faire une raison. Je reluque la commode du coin de l'œil. J'aperçois une enveloppe au fond du tiroir rose. Je reconnais l'écriture appliquée de ma grand-mère. Il y en avait deux. Je commence à comprendre. Il va falloir y aller maintenant. Attaquer par le premier tiroir, quitte à ne plus lâcher jusqu'au petit matin. J'ai retourné le vinyle de Morricone. Je me suis assise devant la commode au tiroir de couleur. À nous deux, abuela. Surprends-moi, encore. C'est toujours la même émotion. Ça fait 4 fois que je le lis, ou 3 fois que je le lis. Nous deux, oui, ça fait un certain nombre de fois qu'on se lit. Bon, ouais, nous n'en parlons pas, mais c'est quand même un truc de dingue. Ouais. Je sais pas ce que ça aura réveillé en moi d'accoucher de ce bébé-là, mais en tout cas, c'est fou comme la gorge se serre. Et ben, les commentaires étaient aussi à l'image de cette émotion. Ah, moi, c'est beau, caressant, une vraie conteuse, quel plaisir de t'entendre. J'ai même remarqué quelqu'un qui disait je l'ai déjà entendu une fois, mais quel plaisir de l'écouter à nouveau. Ah, chouette. Des questions aussi sur la sortie du livre. Donc effectivement, pour ceux qui nous rejoignent, La commode au tiroir de couleur, qui est le premier roman d'Olivia Ruiz dont elle nous parle ce soir, sort le 3 juin. Et est disponible déjà à la précommande, bien entendu. Donc, c'est le moment téléachat. N'hésitez pas. Alors, restez avec nous puisque Olivia nous relira encore un extrait de son livre plus tard. En attendant, donc là, pour ceux qui ont entendu écouter avec émotion ce prologue, c'est la voix de la petite fille qui donc hérite de la commode de sa grand-mère. Ah oui, d'ailleurs, à chaque fois qu'on dit la petite fille, j'y pense, mais c'est pas une petite fille. Donc voilà, c'est une fille de 30, 40. C'est la petite fille de la Abuela. Mais c'est voilà, une jeune... c'est vrai que je me suis fait la réflexion. Après, je me suis dit, quand je dis la petite fille, il ne s'agit pas du tout d'une enfant, c'est un roman de femme. Non, tout à fait. Une jeune femme qui a déjà même une petite fille. Et qui se trouve être la petite fille de la Abuela, qui donc, le temps d'une nuit, va ouvrir les tiroirs de cette commode et dérouler le fil de la vie de sa grand-mère à travers, en découvrant ses secrets, elle va aussi découvrir en fait l'histoire de sa famille, découvrir ses racines. Et ensuite, le livre sera porté par la voix de la Abuela, donc de Rita, que dès le premier chapitre, on voit traversant les Pyrénées, puisqu'elle fuit la dictature de Franco avec ses deux sœurs, arrive à 10 ans en France, prête à s'inventer un destin. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, à toi, d'évoquer ce pan d'histoire franco-espagnole? 3 de mes grands-parents sont venus en France pendant la guerre de Franco. Et c'est vrai que cette histoire a été vachement passée sous silence. Alors, moi, depuis toute jeune, depuis la première fois, je crois que je chante en espagnol vraiment, où je découvre quelque chose dans ma voix d'assez étrange, le timbre qui change, une charge émotionnelle
très puissante. Et de là, un long cheminement commence qui va démarrer avec des bouquins de psychogénéalogie pour voir si c'est une vue de mon esprit, que je transporte quelque chose qui me bouleverse. Des questions aux grands-parents qui restent sans réponse parce que je sens bien que je touche à quelque chose de tellement douloureux qu'il ne faut pas y toucher et que je resterai sans réponse toute une vie de harceleuse auprès de mes grands-parents, malheureusement. Donc le cheminement est long vers ses racines, mais c'est vrai que peut-être qu'il y a 2 ans à peu près, probablement avec cette couverture choc d'un enfant échoué sur la plage, je ressens une nécessité de reparler du sujet. Et c'est comme ça que j'écris avec Jean-Claude Gallotta la comédie musicale Bolbert. À l'époque, il me propose le thème d'une chanteuse qui monte à Paris pour réussir. Et là, je repense à un petit texte que j'ai dans un coin et qui parle de la difficulté de se construire quand on n'est pas accueilli dans une terre pas la nôtre et qui s'impose à nous parce que la nôtre ne peut plus prendre soin de nous. Donc voilà. Ensuite, c'est vrai que ça semblait, c'était presque naturel de continuer Et, cette. et une nécessité, en fait, aussi, de poser des mots sur, d'assassiner le silence à travers les mots de la romancière. Ben oui, et puis sans avoir toujours, moi je me sens toujours sur un fil avec tout ce qui concerne les choses politiques, parce que j'ai pas la compétence de tenir un discours politique, sinon je me gênerais pas. Sauf que j'ai pas fait d'études d'économie ni de politique, donc je préfère souvent me taire que m'engager sur un terrain sur lequel je pourrais manquer de clés. Alors que le faire par le biais du roman, et encore plus en explorant une époque et un voyage et une guerre que j'ai en moi, me donnait d'abord une légitimité, permettait de rester en dehors de cette actualité tout en étant un miroir parfait, même sans le décider, sans le vouloir, parce que les faits sont là. L'histoire se répète, les erreurs euh, de nos politiques se répètent, et, 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 et je me sens affreusement impuissante face à ça, comme beaucoup d'entre nous. C'est un formidable livre sur l'exil, sur le déracinement, aux résonances contemporaines effectivement assez troublantes et ça a déclenché mon écriture aussi. Et puis c'est un livre sur la transmission. Alors en l'occurrence sur la transmission de mère en fille à travers tes personnages, mais c'est vrai que l'héritage, la transmission, c'est des motifs qui te tiennent très à cœur. Oui, depuis, j'ai retrouvé il y a pas si longtemps un cahier de texte de collège. Alors c'était rigolo, le premier truc que je trouve, c'est une photo de Zelda qui sont devenus mes potes plus tard, alors qu'à 14 ans, j'allais les voir en concert, la vie est belle quand même, c'est joli. Et aujourd'hui, ce sont vraiment des grands frères protecteurs pour moi. Et cette phrase, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Déjà, l'obsession est là et du coup, je crois que c'est voilà, c'est fin du collège, ou quatrième ou troisième, où j'ai trouvé cette phrase, pourquoi elle m'obsédait au point d'être juste à côté de Kurt Cobain, I Love You sur mon cahier de texte. Je pense que moi, je crois beaucoup en ces choses que certains pensent être des vues de l'esprit, dans l'incidence dans notre génome des traumatiques de nos et l'empreinte que ça laisse dans nos vies à nous. Et je crois que c'est quelque chose qui est peut-être pas du tout réel dans ma propre histoire et que peut-être c'est quelque chose que j'interprète mal, mais finalement on s'en fout. Moi je le ressens profondément comme ça, en tout cas. Qui répond à pas mal de questions qui sont liées en fait à est-ce autobiographique? Est-ce que ce premier roman est autobiographique? Donc tu y as répondu en partie puisque effectivement c'est lié à un contexte familial, à une histoire familiale, mais dont justement on ne t'a jamais parlé. Voilà, donc en fait, non, tout est fiction. Je me suis fait mon petit plaisir de mettre les prénoms de certaines des femmes de ma vie, de les offrir à certains des personnages, mon arrière-grand-mère, mes grands-mères,
voilà. Mais ensuite, non, c'est vrai qu'il y a des toutes petites choses. Par exemple, c'est vrai que toute ma vie, je regardais ma grand-mère, Rita, faire son flan aux œufs en essayant de refaire les petits trous parce que c'est ça qui fait cette texture tellement savoureuse, mais c'est des toutes petites choses. Dans les faits, non, tout n'est que fiction. Par exemple, voilà, il y a vraiment des petits. Ma grand-mère, une de mes grand-mères poussait des cris suraigus. Voilà, ça m'a inspiré cette voix pour mon personnage. Une me disait toujours, toi, tu es vraiment la plus espagnole de nous tous. Ce qui m'avait très jeune poussé à me dire, mais c'est quoi être un espagnol? Pourquoi moi, je suis la plus espagnole? Ça veut dire quoi? C'est quand on est écorché vif, c'est quand on pense qu'à bouffer et à faire des bisous aux garçons. À l'époque, j'étais jeune, je me disais, quoi pour elle? Quel sens elle met à ce truc-là? Avec un espèce de truc qui était très mignon, parce que c'était jeté un peu comme ça, genre comme si c'était une critique à mon sujet, alors qu'en fait, ça puait la fierté à 3 kilomètres quand elle disait ça. On sentait qu'il y avait quelque chose qui lui faisait du bien, qui la rattachait à ce qu'elle était profondément dans mon caractère. Donc voilà, des choses comme ça, mais qui ne sont pas qui sont pas des faits, Des des, faits avérés, ou en tout des, cas, des parfums. dont on ne t'a pas parlé. Et ce qui explique aussi un peu, puisqu'il y a des questions sur comment sont nés tes personnages. Donc voilà, c'est aussi en fait une espèce de patchwork de différentes facettes des femmes qui t'entouraient, ou parfois même, je crois, les grands-mères ou les mères ou les femmes dans ton entourage que tu aurais rêvé avoir. Bien sûr, bah oui. C'est vrai que des femmes suffisamment libres pour libérer leur parole. Et c'est vrai que moi, autour de moi, j'ai des femmes qui ont été esclaves beaucoup de leur boulot, qui ont eu des vies dures. Les femmes de ma famille ont eu tout sauf des vies faciles et sont parties de zéro et ont construit des destins, elles aussi, peut-être moins romanesques que ceux de mes femmes des femmes de ma commode, mais voilà, ce sont des femmes. Mais tu vois, les femmes d'Almodovar aussi m'ont inspiré énormément. Les Oui, femmes parce que pour tes recherches, en fait, de c'était un mélange pour ces recherches sur cette période que tu voulais évoquer dans ce livre, même si encore une fois c'est une grande fresque qui court des années 30 jusqu'à nos jours. Tu t'es aussi inspiré de les films d'Almodovar, bien des sûr, romans qui t'ont plu. voilà, des bouquins que j'ai aimés, des films que j'ai aimés, des femmes qui m'ont fascinée, les Simone, des femmes qui ont changé le monde, les femmes qui l'ont changé à toute petite échelle m'intéressent peut-être même encore plus parce que le travail de fourmi, c'est quelque chose d'extrêmement fascinant. Hmm. Euh, et puis, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, mais en fait, quelqu'un de ma famille m'a dit, mais en fait, ces femmes, elles ressemblent toutes surtout à une femme de la famille. Alors moi, je dis à mamie, et elle m'a répondu, à toi. Ah, mais c'est Ah, bah tiens. Et c'est vrai que Rita jeune, effectivement, je ne me l'étais pas formulé, mais moi aussi j'étais pleine de rêves, moi aussi j'étais inconsciente, moi aussi j'étais inconséquente, moi aussi j'étais nos limites. Et c'est vrai que je ne me l'étais pas formulé jusqu'à ce qu'on me fasse cette petite réflexion il y a 3 jours. Hmm. Et ça, c'est un truc que les chansons m'ont dit à un moment donné de ma vie, à quel point je réglais pas mal de choses dans les chansons. Et peut-être que dans quelques années, je dirais, ah oui, mais là, quand j'écris ça, quand Rita vit ça, c'est peut-être que ça, quand Madrine a vu ça, c'est peut-être... Et je pense que ça, c'est quelque chose qui se révèle probablement comme avec les chansons au fil des années. Certaines chansons que j'ai écrites en 2004, je comprends pourquoi je les ai écrites et quelle était ma préoccupation aujourd'hui, bizarrement. Donc, ben, dans ces filles du vent, avec l'Espagne qui bouillonne dans leur sang, effectivement, il y a Rita qui porte vraiment, dont la voix
apporte le livre, qui est cette jeune femme, on la prend quand elle a 10 ans et on la suit jusqu'à être une grand-mère, jusqu'à être une abuela. C'est aussi un être de désir, voilà, d'une sensualité folle. Et ça, c'est vrai que c'est très important dans le roman, cette sensualité, cette poésie charnelle, parce que c'est aussi un formidable roman d'amour. Ça, c'est Oui. pour introduire ta deuxième lecture. D'accord. Et hop. Qui est donc extraite du 3e chapitre. Alors, je rappelle pour ceux qui nous rejoindraient là qu'on est en live avec Olivia Ruiz, qui nous parle de son premier roman, qui sort le 3 juin, qui est déjà disponible en précommande et qui s'appelle La commode au tiroir de couleurs. C'est ça. Le carnet de poèmes. J'entends battre mon cœur dans mon ventre en ouvrant ce grimoire et en relisant ces lignes. L'érotisme de certains poèmes me fait hésiter à lui trouver bonne place dans la commode. Pas longtemps. Il s'agit d'amour après tout. Tu n'as pas eu Nina par l'opération du Saint-Esprit, que je sache. Il y a tout un fatras de babioles dans ce tiroir, mais oublie le noyau de litchi, le bracelet, la mèche de cheveux, le jeu de cordes de guitare. Alors... C'est surtout ce carnet, le témoin de ma féminité naissante et de mon plus grand amour. J'ai pourtant les viscères noués quand je tombe sur Raphaël pour la première fois. Je viens de tout quitter. J'ai une envie féroce. J'ai l'impression que la vie m'appartient, mais j'ai des scrupules à être partie sans me maudire. Et puis je ne sais pas par où commencer. Raphaël apparaît sortant d'un bistrot. Il s'arrête pour allumer une cigarette. Il fixe ses pieds, alors j'en profite pour le regarder. Oh mon Dieu, il va me prendre pour une pauvrette assise ainsi par terre devant la gare de Toulouse. C'est que je suis restée debout pendant tout le trajet de Narbonne jusqu'ici. J'avais pris le billet le moins cher. Je me lève. Juste pour qu'il ne me voie pas s'il hausse le regard. Ou justement pour qu'il me voie, je ne sais pas. Dans ma tête, je répète, viens, 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 viens vers moi. Je mise tout sur la télépathie, car je n'ose pas m'approcher de lui. Il est trop beau, trop viril, trop sûr de lui, trop fier. Il est beaucoup trop tout pour que je me sente capable d'un tel courage. Il me sourit. Je baisse les yeux, mais quelle idiote. Heureusement que ça ne le décourage pas. Il devine bien en attitude que je me suis levée sans savoir où aller. Me donner une contenance, vite, vite, vite. Je traverse la rue. Mucho gusto, señorita. ¿Puedo ayudarle? Je ne parle pas l'espagnol, désolé. En serio? Je ne réponds pas. Joséphine Blanc. Joséphine Blanc ne sait pas ce que ça veut dire, en serio. Ah, pardon, j'aurais juré que vous étiez... Non, pas du tout. Enchantée. Raphaël, dit-il en me tendant la main. Joséphine. C'est joli, Joséphine. Merci. Oh non. Évidemment, au hasard, je tombe sur quelqu'un qui me ramène à moi, chez moi. Car avec cet accent, c'est toute l'Andalousie qui se dessine sur la brique rose. Ils sont partout dessinés, bon. Tu parles d'un début d'émancipation. Voilà l'Espagne, dans ce qu'elle enfante de plus sensuel qui me rattrape déjà. Et je ne l'empêche même pas. Surtout pas. La vie vient d'arriver dans ma vie. C'est la première fois. Toute ma chair hurle mon désir et mon émerveillement. Je suis si troublée que ça doit se voir comme le nez au milieu. Je me reprends. Je joue le détachement et tente de me souvenir de ce qui fera de moi une vraie Française. Je dois être tout en retenue, un peu prude, un peu mécontente, sinon je ne collerai pas à mon personnage. Mon impulsivité et ma franchise au placard. De ce côté-là, ça devrait aller tout seul. Après 5 années à étudier chez les Cubéines Saint-Just, je suis rodée. Recentre-toi, Rita. C'est peut-être un coup du destin. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. J'y suis. Lever mes yeux vers lui me plus que de grimper le pic du Mulas. Je ne me dégonfle pas. Je vais plonger mon regard dans le sien pour y pêcher son âme. Et si elle est trop petite, trop jeune, trop fine, je la remets à l'eau. Ah, Dieu, s'il ne me quitte pas des yeux. J'ai le cœur et le ventre qui ont embarqué dans un wagon de montagneur et je suis secouée, perdue, ivre d'adrénaline. Enchaîne, 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 ma grande. Impossible. Je suis figée comme la pierre. Je ne force même pas ma timidité, elle a pris possession de tous mes moyens. Alors ça y est, je suis vraiment devenue une foutue française. Quelle honte. Tu connais Toulouse?
Tu veux faire une visite avec le meilleur guide de la ville, me propose Raphaël. Pourquoi pas, je ne connais rien ici, je suis narbonnaise, je viens d'arriver. Raphaël marche vite. Avec un sourire tendre, il s'est emparé de ma main pour que je tienne le rythme, sans que j'aie le temps de donner mon accord. J'aime ça aussi. Il est respectueux mais entreprenant. Un bonhomme, quoi. Un vrai. Je crois défaillir chaque fois que je pense à sa peau contre la mienne. J'essaie de me concentrer sur autre chose, mais rien n'y fait. Un vent de fou a pris possession de la ville. Ou alors c'est l'effet de ma main dans la sienne qui déchaîne mes élans. Le vent d'automne nous fait courber les chines et ralentit notre marche. Il essaie de défaire nos mains entrelacées, même si chaque lui résiste. À nouveau, regard tendre, demandant mon aval sans attendre qu'il arrive. Quand ses doigts se défendent des miens, j'ai l'impression qu'on m'arrache un membre, alors que nous marchons seulement depuis 20 minutes. Mais c'est son bras puissant qui prend le relais, s'étire et passe dans mon dos. Sa main s'agrippe à mon épaule et nos deux corps forment un bouclier contre. Je me sens vivante, terriblement vivante. Dans les bras d'un inconnu, seule dans une ville que je ne connais pas, je n'ai pas peur. Quelle que soit l'issue de cette rencontre, il fallait qu'à des lieux j'en sois. C'est si naturel, c'était écrit. Frisson. Et de nouveau, beaucoup de commentaires sur quel plaisir de t'écouter, à quand un livre audio, etc. Et J'adore. alors, qui répond d'ailleurs, livre audio en route, Olivia de Dieu le veut, donc la Voilà. littéraire de Olivia Ruiz, qui répond que c'est en route, Olivia qu'on embrasse bien sûr, et qui notait la question de Fred de Boismy, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui a motivé l'éditrice à publier le roman d'Olivia Ruiz? Et ben voilà, à toi, pour ceux qui nous moi, rejoignent. Moi, je sais ce qui m'a motivé. Moi, je sais que je suis tombée sous le charme de l'éditrice et de son équipe. Parce qu'il y a une sacrée team derrière. Et que. Ils sont tous en ligne. Charlotte, Vincent, Sophie, Constance, et puis tous ceux qui travaillent à porter ce premier roman. C'est ce que je disais un peu plus tôt, mais c'est vrai que c'est l'occasion de le rappeler. Énorme coup de cœur pour ce livre. A priori, c'est vrai qu'on peut toujours se dire une chanteuse qui a envie de se tester à la littérature, donc on n'arrive pas forcément avec un a priori d'être ébloui par une langue ou par des personnages, etc. Ce qui a été le cas là, surtout l'émotion de découvrir cette Rita de feu qui nous entraîne dans toutes ces aventures. Pour parler plus technique, c'est vrai que la construction, vous le découvrirez en lisant le livre, et bien, nous accroche à cette histoire avec chaque tiroir de la commode donc, qui a été léguée par cette abuela, cette grand-mère à sa fille, qui permet de découvrir à chaque fois un pan de l'histoire familiale, un pan de ses racines qui vont permettre aussi à la jeune femme de nos jours et bien, d'assassiner ce silence qui perdure dans les familles. Donc c'est vrai que c'était à la fois pour l'arrière-plan historique, pour les résonances contemporaines avec ces situations sur l'exil, sur le déracinement. Moi, après, j'adore les grandes fresques qui entremêlent petite et grande histoire, c'est-à-dire qui nous révèlent des pans méconnus de la grande histoire à travers le destin de personnages qui auraient pu être vous et moi. Donc voilà, et puis la musicalité de la langue, bien entendu. Tout ça indépendamment de la personnalité de l'auteur, voilà, qui permet, je crois, en tout cas, d'avoir un livre qui doit être votre lecture dès que ça sort, le 3 juin. L'occasion de le rappeler, le 3 juin en librairie, la commode tiroir de couleur, avec une auteure, c'est vrai, qui est totalement engagée dans cette aventure. Je veux dire, c'est pas juste un petit projet romanesque en passant. C'est vraiment, encore une fois, la révélation d'une romancière, une entrée en littérature, même si on ne se privera pas de le porter avec effectivement une culture musicale. Ouais.
qui arrivera alors plutôt au deuxième semestre maintenant, puisque vous vous doutez que les rassemblements de 10 personnes autorisés à Voilà. 3 juin ne nous Peut-être que je permettent peux pas. faire 24 lectures en 24 heures, on peut tenir 240 personnes. Voilà, bon calcul. Donc c'est sur ça que je voulais vous dire. C'est ça que je voulais vous dire sur le choix d'avoir la chance de publier ce premier roman. Il y avait effectivement aussi des questions et des commentaires sur Bolbert. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de montrer le lien entre tous tes projets artistiques finalement, que ce soit voilà ce projet de scène, Bouche cousue, qui redémarrera en septembre, qui là aussi est un spectacle total, mélange chansons, photos, etc. Et puis cette commode, si tu veux en parler. Ouais, ben, c'est vrai que il y a un document voilà, qui m'a servi de base pour Bolbert et qui a aussi été le, la fondation de la commode et qui est un petit texte que j'avais écrit il y a quelque temps mais qui était une façon de poser tous les sujets cruciaux, selon moi, d'une œuvre qui allait naître, je ne savais pas trop quand. Donc, ce petit document, c'est resté une référence pour moi. Et c'est vrai qu'il y a deux petits clins d'œil à Bolbert dans la commode, qui sont deux choses qui se retrouvent dans les deux histoires. Bouche cousue, c'est un conte spectacle qui a pour sujet le silence, qui n'est pas un spectacle survolté où je saute partout comme d'habitude, qui est beaucoup plus quelque chose de sensoriel et de destiné à, à se laisser porter par des sujets de réflexion en même temps que la musique est juste un, un moyen de voyage intérieur, disons, avec des chansons qui ont marqué les Espagnols de France, avec des chansons qui ont été le lien avec leur pays quand ils ont dû le quitter, des chansons qui ont été écrites dans les camps, des chansons révolutionnaires qui étaient reprises par les divers courants de la guérilla. Voilà, et des chansons à moi qui parlent de ce sujet qui traversent mes cinq albums studio et mes lives aussi. Alors, il y a une question aussi sur est-ce qu'il y aura des séances de dédicaces. Alors, donc, une séance de 10 personnes, non, je dis ça puisque, voilà, on vient d'avoir la limite des 10 personnes pour un certain temps. Donc, surtout des salons. Tout ça, ce sera disponible, enfin, c'est disponible d'ailleurs sur la page Olivia Ruiz, qui est en ligne. Et ce sera surtout à partir de septembre dans les grands salons que vous pourrez retrouver Olivia, on l'espère, avec également cette lecture musicale. Une question à laquelle qui revient souvent, donc c'est bien de te la poser ici. Est-ce que la commode existe? Eh bien, non, elle n'existe pas. Mais je crois que je vais en faire une parce que J'allais dire, elle va bah, exister. bah oui. J'ai une copine juste à côté qui fait des meubles en carton et tout à l'heure, j'ai eu un flash, justement, je me suis dit, tiens, je vais lui demander de me fabriquer une petite commode. Voilà. Voilà, non, elle n'a jamais existé, mais quand j'ai dédié mon livre à ma seule grand-mère encore en vie, dans ma dédicace, j'ai quand même mis que ce sera un sacrément beau cadeau de remplir une commode après avoir lu le livre, ce qu'elle ne fera jamais, mais bon, j'ai tenté une dernière fois. Mais pourquoi à l'époque, alors peut-être à l'époque de l'écriture de cette première nouvelle dont tu parlais, qui avait tapé dans l'œil d'Olivia, ton agente, Dieu le veut, Oui, pourquoi l'idée de cette commode? C'était vraiment les secrets de famille. bah oui, il fallait. C'est vrai que je, ça aurait pu être une boîte, ça aurait pu être un journal intime. Mais c'est vrai que moi qui suis quelqu'un d'assez joueur, qui aime toucher, qui aime fouiller, qui aime chercher, tout d'un coup, c'est assez excitant le- l'objet avec l'ouverture, il y a quelque chose un peu comme ça qui est assez savoureux, de l'ordre du bonbon, qu'est-ce que je vais trouver. Donc voilà, ça aurait pu être plein de trucs, mais
Je sais pas, oui. D'abord, moi, je suis un peu animiste. Donc, la mémoire des objets ou des événements, c'est quelque chose, c'est peut-être la religion dont je me sens la plus proche finalement de. Donc voilà, un objet et puis quelque chose de volumineux comme ça. Parce qu'une histoire, c'est ça. Une histoire, il faut aller chercher par et c'est lourd. Et c'est un sac à dos rempli de cailloux, une histoire, tout ce qu'on trimballe chacun. Donc, il y avait voilà, j'aurais pu faire. Ça aurait pu être un sac à dos parce que j'aime l'idée de se délester, Hmm. de repartir plus léger. Mais voilà, la commode, parce que le bois, parce que la chair de ce bois, parce que la vie dans le bois, parce que le tiroir égale envie d'aller fouiner. Voilà. Je voulais remercier en passant, parce que je vois beaucoup de libraires, Jean-François Ouais, Calin, ouais. la presse du Touquet. Donc C'était beau. voilà, Beau. merci Oh, tous les Nora. libraires. Nora, tiens Ah, d'ailleurs. Nora. Très joli. Remercie tous les libraires qui nous suivent et tous les libraires qui nous écrivent pour nous adresser leur coup de cœur, parce que c'est vrai que c'est un roman qui, donc, encore une fois, sort le 3 juin, est disponible dès à présent en précommande, et en tout cas que certains libraires ont déjà eu la chance de découvrir et ont totalement plébiscité, parce que aussi une formidable évasion pour les lectures d'été. Même si encore une fois, il y a cette réflexion profonde sur l'exil et le déracinement qui ne peut pas ne pas nous interroger. Donc voilà, donc merci aux libraires, énorme Oui, coup de cœur. merci. Merci pour tous vos messages. Parce que moi, ça a été des bonbons pendant ce confinement de recevoir vos beaux messages. Ça a été vraiment, ça m'a fait un bien de dingue, les témoignages des libraires au fur et à mesure que les jours s'écoulaient, sans trop de perspectives de sortie. Maintenant, bien sûr, c'est chouette, on sait que ce sera le 3, mais ils m'ont bien fait tenir le coup, les libraires, avec leurs jolis mots d'amour pour le roman. Ah, et Nina Bouraoui qui dit qu'elle a hâte de te lire. Nina Bouraoui Oh, est ici. génial, cette classe! Eh bien, je suis trop, 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 trop fière. Nina Bouraoui qui est donc Et aussi une Rox inverse. si chère à notre cœur, qu'on a la chance de Ah publier ouais. aux éditions La Et Terre, le dernier roman qu'il faut acheter absolument, et qui est déjà dans les bacs, lui, pour le coup. qui est dans les bacs, ouais, comme Au tu dis. drive-in libraire, voilà, puisqu'il semble que. Écoute, on sent une certaine impatience, en tout cas, autour de ce 3 juin. Les gens Oh, Nina. qu'ils ont hâte. Euh, alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes, comme me signale Sophie Perfumousselon, notre directrice commerciale et marketing dans l'oreillette. Oh, les ratrices, c'est Euh, lourd. et en revanche, une petite question effectivement intéressante sur le lien avec tes chansons déjà écrites, comme celle écrite pour Juliette Gréco. Alors, ça écrite pour Juliette Gréco, aidez-moi. Ah, dans ma chambre de dame, j'ai une boîte en carton, le cercueil de son regard de jade et de mes premiers banilons. Ouais, hein, il y a une obsession avec l'ouverture, effectivement. Merci de le rappeler. Bravo, je ne sais plus qui Et, avait fait ce lien, mais en tout cas, c'est et d'ailleurs, il y avait une deuxième chanson, mais je me rappelle plus, mais c'était catastrophe. Je sais plus la deuxième, mais peut-être que la deuxième était assez liée aussi au secret. C'est facile hein, d'écrire pour une femme aussi inspirante. Hein. C'est mais après, facile. pour le lien entre effectivement certaines chansons et le livre. Ah, alors non, je pense plutôt à des chansons comme Quédate, qui dit Quédate conmigo abuela, où d'ailleurs il y a une expression que je reprends dans le roman où je dis tu es le ciment de notre famille. Et je crois que c'est la petite fille qui emploie ces mots, ou on l'a enlevé, je ne sais plus, mais bon, en tout cas, Non, c'est dans, du coup, si, si, si. bon, voilà. Euh, et donc voilà, il y a quand même ce truc qui est de l'ordre de, quand, dans cette chanson, je m'adresse à ma grand-mère, je lui dis, reste, c'est toi la mémoire de notre famille, tu n'as pas transmis ce que tu as à nous donner, il faut que on a encore besoin de toi, qu'est-ce que la famille va se disloquer si tu n'es pas là pour la cimenter. Il y a une chanson qui s'appelle Question de pudeur, et là aussi, il y a un clin d'œil, puisque un jour, j'ai dit à ma grand-mère maternelle, qui m'a élevée jusqu'à mes 12 ans, puisque
Nous vivions dans le café de Marseillette, qui apparaît dans le dernier chapitre. Et je venais de partir à Paris et je lui téléphone et je lui dis, je crois que je venais de partir à Paris, je ressens le besoin de poser les mots je t'aime, qui ne sont pas quelque chose de très naturel dans la famille, avec les anciens, souvent d'ailleurs. Et donc je lui dis au téléphone, je t'aime, Abuela. Et elle me répond, après un petit blanc, ben, nous aussi on t'aime bien. Voilà. Et ça, c'est vrai que je l'ai mis dans une de mes chansons qui s'appelle Question de pudeur et qui dit je lui offre des fleurs, elle ne dit pas merci, c'est question de pudeur, mais c'est joues en rosy. Je lui offre un baiser, elle me prend dans ses bras, c'est furtif, c'est vite fait, on ne s'étendra pas. Et où je lui parle dans cette chanson sur son lit de mort. Et où je lui dis, voilà, et où je lui dis, parle-moi maintenant, chose que j'ai vraiment faite, mais qui restait encore sans réponse, mais voilà. Et effectivement, à un moment donné, dans le roman, la petite fille dit qu'elle lui dit qu'elle l'aime et que la seule fois où elle lui a dit, voilà, puis qu'elle avait du mal à lui donner les caresses, à la place elle les faisait au chien. Bah, c'est sur le silence dans les familles à double titre, en fait, sur le silence des racines et des odyssées traversées, mais aussi sur la pudeur, mais sur la pudeur des sentiments également. Qui est très présent chez les familles latines, mais pas que. Voilà. Et culturellement, c'est vrai que le non-dit est quelque chose qui était. Je pense qu'il y a 60 ans, on ne parlait pas du poids du secret de famille sur les destins suivants. Aujourd'hui, c'est presque un fait avéré. Et alors, quelqu'un qui écrit, et c'est très beau, maintenant, vous êtes la mémoire, Olivia. Bah, la mémoire de Rita, oui, mais il va falloir que je sois la mienne aussi. Parce que c'est un beau d'écrire des commandes, maintenant, il va falloir que j'en remplisse une. Parce que je n'ai pas pu étaler mes désirs les plus profonds et ne pas prendre en main le fait d'offrir moi aussi son histoire à mon fils. Donc c'est vrai qu'elle m'a donné une petite leçon, la commode aussi, sur le fait qu'il fallait laisser des traces écrites. Parce que je pense que même quand on a perdu quelqu'un, et ça c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé, c'est retrouver des choses après parce que ça permet de garder la personne qu'on a aimée en vie, ça permet de presque continuer le dialogue avec elle. Et c'est ça que j'aime, ce que j'ai aimé faire, parce que quelque part, cette commode, elle lui permet de garder sa grand-mère un peu plus longtemps aussi. Voilà, et de la toucher juste après ce moment tragique de la séparation au funérailles. Et ben, c'est ce qu'offre aussi le livre. C'est-à-dire, le livre, c'est un petit bout d'éternité pour tes personnages, pour leur mémoire, puisque Ouais. le livre, c'est une trace qui reste. Et je crois que c'est important pour toi, justement, dans le déclenchement de l'écriture, le choix du roman, c'était important de laisser cette trace des mots du livre, y compris pour ton petit garçon. Oui, bien sûr, bien que Nino, là, franchement, il n'est pas partageur. Il préférait que je fasse pas de livres, pas de musique, plus rien. Il m'en sort tous les jours de mais pourquoi tu chantes pour des gens que tu connais même pas? C'est l'enfer un peu total. C'est vraiment un petit espagnol bien possessif, celui-ci aussi. Mais bien sûr, j'ai appelé la petite fille Nina parce que mon fils s'appelle Nino et qu'effectivement, c'est aussi parce que j'aimerais bien un jour qu'ils connaissent par le biais d'un faux témoignage, quelque part, l'histoire de ses ancêtres, mais ils connaissent déjà pas mal. Il y a des super bouquins pour enfants qui expliquent les migrants aux enfants. Je donnerai sur Insta ou sur Facebook mes rêves parce qu'il y a des choses fantastiques. Donc lui, il sait déjà tout ça. Il connaît la guerre d'Espagne, il sait pourquoi les grands-parents sont venus, il sait qu'on est espagnol. Euh, L'espagnol fait partie de son langage, même s'il ne le parle pas vraiment, il le comprend. Moi, je mets un point d'honneur à tout ça, comme si je me sentais redevable d'un devoir de mémoire vis-à-vis de mes anciens, voilà, voilà, qui me tient. Alors, Sophie me minute, donc ça risque de couper puisque pour un live sur Instagram, ça coupe. Je fais un bisou à Paloma Pradal, una cantante de flamenco, por favor, qui est intervenue magnifiquement sur l'album de mon frère Toine, qui est un album qui parle de femmes immigrées, de tragédie, avec beaucoup d'espoir et de lumière, et qui rejoint complètement les thèmes de ma commode, puisque nous sommes tous obsédés par cette histoire familiale, semble-t-il, et par le simple fait
de devoir quitter sa terre plus généralement. Voilà, l'album de Toine, ça s'appelle Madre Mediterranea. Bah voilà, je suis là pour moi. Magnifique album. Et c'est Et super. alors, juste remercier encore tous ceux qui nous ont suivis, tous les libraires, tous les bibliothécaires, toute l'équipe chez La Thèse, Lina, Voilà. ma sœur Zapcardi. Génial. Voilà. Moi, Ah ouais, j'étais. toi, ta soeur, elle y est, tu vois, mon frère, il sait même pas, il m'appelle en Ah, plein moi, Insta j'ai toute la famille. Live. Bah, J'ai toute voilà, la famille. voilà la famille. Donc voilà, merci à toi, Olivia, Merci, de nous Véro, et puis faire ce à petit vite. moment, ces extraits de lecture qui, je pense, ont tous donné très envie d'aller retrouver le La livre dans prochaine les fois, j'ai une librairies. meilleure tête, je vous promets. Non, mais moi, je suis carrément cadavérique. Mais c'est pas Euh, possible que le confinement ne nous nous réussit pas. embûte. Donc le 3 juin, en librairie, parce que les librairies rouvrent le 11 mai, vous Ouais, La commode tiroir de couleurs, le premier roman formidable d'Olivia Ruiz qu'on est si fiers de publier aux éditions La Thèse. Je sais pas, je te laisse le mot de la fin. ben non, je vous embrasse. Merci d'être venu. On embrasse Olivia, on embrasse Charlotte, on embrasse Vincent. Ah, on embrasse Valérie, Tout Valérie ça, que vache. je vois, que j'embrasse fort. Ah, ben voilà, on Ça embrasse aussi, Nora. Et vous retrouverez d'ailleurs un très joli papier dans le gala cette semaine qui sera exactement. voilà, le premier, j'espère, d'une belle série. Et puis moi, je suis impatiente que vous lisiez, quoi. C'est ça surtout maintenant. Ouais. Voilà. Je Et crois que ça merci, a donné très merci, envie. merci. Merci. Et si ça vous plaît, vous pourrez remercier cette meuf géniale parce que sans elle, il ne serait jamais arrivé jusqu'à vous. Et d'ailleurs, un magnifique travail éditorial. Alors, j'ai perdu en épaisseur après le passage des filles, mais La moitié. j'ai gagné, vraiment en fluidité, en immédiateté. Et ce boulot-là est fascinant et il me tarde de le refaire avec vous sur un prochain roman, Constance, Véro, Olivia. Voilà, c'est tout. Bon, merci Olivia, merci à tous. Bisous tout le monde, portez-vous bien, faites attention, prenez soin de vous.